Donc notre prochain invité est Abraham. C'est un rappeur, beatboxer, danseur, metteur en scène, organisateur d'événements. Il vient de Dunkerque. Il vient de sortir son EP qui s'appelle Tête dans les nuages. Et avant, on le connaissait sous le nom de Tismé, mais il a décidé de sortir un EP le 5 juin sous son vrai nom, donc Abraham. Abraham a baigné dans la musique dès son plus jeune âge et il a décidé très tôt qu'il lui consacrerait sa vie. Il vient d'une famille d'artistes. Sa mère est une comédienne connue, avec qui il a d'ailleurs collaboré pour différents spectacles. Et nous allons recevoir Abraham maintenant. Bonjour Abraham. Bonjour. Comment allez-vous? Oui, merci. Merci d'accepter cette interview. Vous êtes un artiste multifacette, comme on dit. Oui, pareil. Oui, donc on vous a connu d'abord sous le nom de Tismé. Pourquoi avez-vous décidé de reprendre votre vrai nom pour cette EP? En fait, pour revenir à l'essentiel, à mon essentiel à moi, à mes valeurs les plus personnelles, les plus intimes, celles que j'ai envie de partager avec tout le monde, avec ceux que j'aime et avec tout le monde. Voilà. Y a-t-il une différence entre Tismé et Abraham? Ça me fait penser un peu à M et Mathieu Chédid. Ouais. Oui, il y a une différence dans le sens où Tismé, c'était un peu une identité derrière laquelle je me cachais, en quelque sorte, même si ça représente beaucoup pour moi, le fait de m'appeler Tismé. C'était surtout en tant que beatmaker, que compositeur que j'ai choisi ce nom-là. C'était pour donc beaucoup faire des instrus, beaucoup travailler dans le monde de la danse, composer pour la danse, composer pour des pièces de danse, etc. Et Abraham, c'est tout simplement un retour à qui je suis vraiment et aussi, il y a un truc très simple, c'est que dans les morceaux que je sors sous Tismé, il est rare qu'il y ait des textes. Il y en a parfois, mais il y en a très rarement. Et la plupart du temps, c'est surtout instrumental. Alors que là, Abraham, c'est vraiment aussi mes mots, des messages, des idées que j'ai envie de partager. Voilà. Très bien. Donc le clip de Seul a été réalisé par John Sizeman Watts. Donc c'est un clip que j'adore et parce qu'il y a un côté mime, évidemment vous dansez, il est plein d'humour et en même temps de poésie. Il a été réalisé bien avant le confinement, mais pourtant aujourd'hui ça résonne très très fort. Oui, c'est vrai. Alors on l'a tourné en 2018. Pour moi, la solitude, c'est quelque chose de très très précieux, de très important dans ma vie. C'est pour moi une zone de liberté. C'est quelque chose qui me permet de créer aussi beaucoup, librement, encore une fois. Et on a donc tourné ce clip en 2018 et on s'est rendu compte, au cours de cette période assez incroyable qu'on a vécue récemment avec le confinement, etc., que c'était tout à fait, ça se prêtait tout à fait à ce que le clip vive à ce moment-là, parce que on avait tous des rapports à la solitude plus ou moins évidents. Beaucoup de gens étaient seuls pendant cette période, mais aussi beaucoup de gens étaient privés de solitude. Donc c'était un thème intéressant. Je pense que de toute façon, pendant cette période, on est revenu à des choses justement, je sais pas comment dire, essentielles aussi, quoi. Oui. Chacun de nous, à nos façons, quand on pouvait le faire aussi, quand on n'était pas dans une situation compliquée ou malade ou quoi. Oui, dans la chanson, vous dites « Seul, je resplendis ». Est-ce que vous arrivez à trouver de la liberté même dans la foule, à jouir de la solitude même dans la foule? Alors, c'est très intéressant comme question. C'est quelque chose que j'essaye de faire. Pour moi, c'est un de mes buts dans la vie. C'est quelque chose, à mon avis, qu'on apprend comme plein de choses qu'on apprend tout au long de la vie. Moi, je suis moins à l'aise dans une foule, vraiment moins à l'aise, parce que je pense aussi que je suis quelqu'un de sensible. Enfin, c'est ce que je me dis. Et que je sens beaucoup les énergies, donc parfois j'ai du mal je sais pas comment dire, à trier les énergies quand je suis dans une foule. Tout m'arrive un peu dans la figure et j'ai un peu du mal à savoir comment réagir face à tout ça. Et en fait, au fur et à mesure, j'ai arrêté de me dire que la foule était mon ennemi, d'une certaine façon, et j'apprends à aussi dans la foule justement trouver ces moments de solitude. Les moments où je trouve la solitude, quoi qu'il arrive parmi la foule, c'est quand je suis sur scène, évidemment. Mais là, c'est facile parce que c'est entre guillemets facile parce que on est d'une certaine façon quand même, il y a une distance avec la foule, ça dépend des scènes évidemment, mais on est mis en valeur d'une certaine façon, on est dans une situation de confort quelque part aussi, qui peut être compliqué aussi, mais pour moi en tout cas, les moments où je suis le plus à l'aise avec la foule, c'est la scène. Très parce bien. Que c'est lié à l'expression, c'est lié à un moment où on se met à nu d'une certaine façon, mais c'est déjà convenu quand on va le faire, quoi. On sait qu'on va le faire. Donc,
À ce propos, justement, j'ai regardé la vidéo de la conférence TEDx Clermont, où vous parlez du petit guide des choses simples. En fait, vous partagez vos astuces pour favoriser la créativité. Et comment avez-vous vécu cette expérience? Oh là là, c'était une expérience géniale. Vraiment, déjà, j'adore, moi, les nouveaux challenges, les nouveaux... être dans une nouvelle configuration, chercher à m'exprimer différemment, etc., que ce soit même dans des collaborations avec d'autres artistes. Et là, du coup, c'est exactement ça, quoi. J'ai eu franchement, la veille la veille et l'avant-veille, j'avais une pression incroyable. C'était vraiment que je n'ai pas eu depuis longtemps. Et je pense, en fait, que ça m'a fait du bien parce que ça m'a permis aussi de repenser à la préciosité du fait d'être sur scène, du fait d'avoir la chance de m'exprimer, de partager des idées. Et en fait, j'ai revu énormément mon texte parce que, en fait, je l'avais appris un peu trop par cœur et j'arrivais pas à m'en dissocier. C'est un truc tout bête, mais pour un TED Talk, un TEDx Talk, c'est un truc très important de pouvoir s'approprier de son texte si on veut un peu, je sais pas, à un moment partir ailleurs et puis revenir rapidement dans le texte. Et donc du coup, c'était une expérience qui m'a fait vraiment vibrer, quoi. J'ai adoré, le lieu était magnifique, en plus c'était dans un opéra, l'opéra de Clermont. Superbe. J'ai été très très bien accueilli par Lionel Fauché, par Kees Loom, avec qui j'ai eu la chance de travailler pour cette expérience, et j'ai beaucoup aimé. Beaucoup aimé. Justement, dans ce petit, petit guide des choses simples, vous parlez donc de la solitude, de la peur, du processus de création. C'est vraiment passionnant à écouter. Et je peux comprendre que vous ayez eu beaucoup de pression parce que c'est très technique, en fait, ce que vous faites. Donc, moi, personnellement, je ne pourrais pas le faire parce qu'il y a vraiment plein de petites... il y a le travail sur la gestuelle, il y a le travail sur la diction. Je peux comprendre que vous ayez ressenti énormément de pression en le faisant. Un passage qui m'a beaucoup plu, c'est le moment où vous interagissez avec le public et où vous vous divisez la salle en deux et une partie dit poum et l'autre partie dit tchak. Et donc c'est important pour vous d'interagir avec ce public. Ah oui, c'est important pour moi. Dès qu'il y a scène, dès qu'il y a concert, dès qu'il y a performance, pour moi, il y a... Et performance, c'est pas forcément le mot que j'aurais choisi vraiment en premier, mais il y a cette interaction avec le public où, en fait, avant tout, c'est un échange. Et je pense que on n'est pas seul à dire des vérités devant tout le monde. Enfin, on est seul, mais je pense que ce qui est intéressant, c'est le partage. Et ce truc de faire des percussions vocales, du beatbox à la salle d'une façon, avec une sorte d'initiation comme ça, c'est quelque chose que j'ai fait en fait très rapidement quand je faisais de la scène, même avant, en 2007 ou en 2008 ou quoi. Donc quand même presque 10 ans avant. Et c'est quelque chose que j'adore faire parce que je trouve qu'il y a toujours ce truc où on s'amuse c'est l'opportunité, c'est le moment pour se dire, ok, on s'en fout que vous sachiez pas faire ça. En fait, faisons-le. Allons-y, testons. De toute façon, on est ensemble, c'est un moment qu'on partage ensemble, donc testons. Et puis en général, ça marche parce qu'il y a un truc de confiance, un truc qui s'instaure où je pense que les gens aussi s'amusent simplement. Et exactement. Puis après, on voit où est-ce qu'on part, quoi. Oui, parce que c'est un public qui n'est pas du tout votre public habituel. Et donc, je trouvais que c'était vraiment intéressant de leur faire vivre ça. Est-ce que vous avez ressenti l'énergie au retour de ce moment? Ah oui. Et puis même les retours que j'ai eus ensuite, j'ai senti que que j'avais proposé quelque chose de différent. Ne serait-ce que ça m'a fait plaisir. Et puis non, c'est vrai qu'il y avait des personnes dans la salle qui étaient, je sais pas moi, des universitaires, des docteurs, des gens qui n'ont rien à voir. Et c'est aussi l'intérêt de ces événements-là. Et je pense que c'était une sorte de communion musicale à ce moment-là. Forcément fragile, mais c'est aussi ça qui fait qu'elle est belle, je pense. Tout à fait. Je vais vous parler du titre donc de votre EP, donc Tête dans les nuages. La chanson parle, comme son nom l'indique, d'avoir la tête dans les nuages. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Alors oui, bien sûr. En fait, j'ai remarqué que c'est un des morceaux où les gens, même les gens proches de moi ou quoi, ne comprennent pas forcément. Enfin, en tout cas, ce qu'ils me disent évoque autre chose que ce que j'ai voulu raconter. Ce que je trouve super intéressant parce que du coup, ça fait appel à la singularité, à l'interprétation de chacun. Moi, en fait, ce que j'ai voulu raconter, c'est une relation amoureuse, en fait. Ça parle d'une relation amoureuse. Ça parle des premiers jours. Après les premiers jours, parfois ça dure plus longtemps, mais du moment où on rencontre quelqu'un et où on a cette sensation de flotter, et ça, concrètement, je l'ai vraiment écrit quand j'ai rencontré la personne avec qui je suis toujours aujourd'hui, voilà.
Et en fait, je suis revenu sur ce morceau plus tard. Il y a une scission à un moment dans le morceau. Il y a un moment où tout d'un coup, voix intime enrouée, nécessité de créer, nouer, imagination trouée. Il y a un moment où tout d'un coup, il y a une cassure qui se fait. Et pour moi, c'est quand dans le couple ou dans l'union, il y a ce moment où on a un retour violent de notre personne, vraiment de notre intimité, et où en fait où l'espèce de, je sais pas comment dire, de trucs où on échange avec l'autre et où on fait des concessions parfois sur notre personne n'est plus possible. J'ai souvent eu l'impression, en tout cas, de sentir ça dans le couple, et j'ai l'impression que c'est quelque chose qu'on peut souvent sentir. Et donc j'ai raconté, en fait, quelque chose que je n'ai pas vécu avec la personne avec qui je suis. Je me suis projeté parce que ça m'est déjà arrivé avant, c'est-à-dire en fait notre être qui reprend possession vraiment de l'espace, de notre liberté, etc. Et qui du coup finit par quitter en fait la personne avec qui on était. Voilà, je ne sais pas si je suis clair. C'est très clair. Et voilà. D'ailleurs, à ce propos, si j'ai bien compris, vous allez me dire si je me trompe, oui. Donc le clip a été également réalisé par John Sizeman Watts. Le clip est magnifique. Et justement, j'ai repéré un moment où la couleur change. Alors, est-ce que c'est à ce moment-là que justement il y a une scission? Alors, c'est une des scissions de l'histoire, parce que pour moi, c'est une histoire. En fait, cette scission-là, le moment où la couleur change, c'est paradoxalement, on passe au noir et blanc, bon tant pis, on spoil un peu, mais en fait pour moi, c'est tout d'un coup l'étendue des possibilités qui est retrouvée. C'est-à-dire que le fait que ce soit en noir et blanc, ce que je me suis raconté, c'est que du coup c'est au personnage qui retrouve cette liberté de redonner de la couleur en fait à son environnement. Oui, voilà. Mais je dirais même que c'est du sépia, je ne sais pas si... oui. Qui donne un côté un peu ancien finalement. Oui, c'est vrai. En fait, à la base, la toute première fois qu'on a travaillé là-dessus, c'était du noir et blanc. Et en fait, on a travaillé avec un studio qui s'appelle Humcast et c'est eux qui ont proposé de faire ça comme ça, que ça soit pas vraiment du pur noir et blanc, mais que ça soit un petit peu rouge comme ça, un peu. Et c'est vrai que ça donne encore plus de charme, je trouve, à ce moment. Ouais. Oui, en tout cas, félicitations. Alors, on va parler de Madame la peur. Donc, on revient à la peur. Et donc, vous dites, elle est notre âme sœur. Et j'ai reçu en début, notre première invitée était Loubiana qui disait que son instrument, la kora, était son âme sœur. Donc, ici, chez vous, c'est la peur. Donc, avez-vous réussi à l'apprivoiser? Alors, je pense aussi que c'est le travail d'une vie. Mais en fait... quand je parle de la peur dans ce morceau, je ne parle pas forcément de la peur vis-à-vis de moi, parce que j'ai l'impression de mettre un peu d'effet de ça. J'ai l'impression, je dis bien, parce que je pense que la peur, on la redécouvre de plein de façons différentes tout au long de notre vie. Je parlais peut-être, moi, plus de la peur qui est dans nos sociétés aujourd'hui. Alors après, moi, je vis en France, je vis à Dunkerque. Quand j'habitais à Paris, en particulier, j'avais l'impression de sentir la peur beaucoup, beaucoup. J'ai l'impression aussi que dans la manière dont... dans la façon dont notre pays est dirigé, etc., il y a beaucoup, la peur est présente. Par exemple, quand on nous a parlé du confinement, on nous a dit clairement, je ne vais pas citer les détails, etc., mais il y a eu, voilà, exactement, qu'on était en guerre et puis qu'il fallait faire très attention, etc., alors que dans d'autres endroits, dans d'autres pays, on avait tendance plutôt à responsabiliser les gens, chose qui a apparemment mieux marché d'ailleurs. Et c'est juste que, en fait, cette peur, je trouve qu'elle est dangereuse, quoi. C'est dangereux de beaucoup. Il y a eu aussi on a vécu forcément il y a quelques années, mais c'est pas si loin de ça. Je pense que c'est encore vachement dans nos personnes, dans nos têtes, etc. Tous les attentats et tout ça qui nous ont vraiment marqué. Et c'est marrant parce que ce morceau, en tout cas, je l'avais commencé avant, bien avant. Moi, petit, j'ai vécu parfois dans la peur pour des choses personnelles, etc. Et en fait, je trouvais qu'il y avait un écho intéressant avec la société aujourd'hui, toutes les peurs qu'on peut avoir, les peurs de pas réussir, les peurs de du coup justement aller dans tel ou tel endroit parce qu'on est privé de nos libertés, parce qu'il peut y avoir un attentat, les peurs de sortir parce qu'on est en période de confinement, etc. Même si là c'est un moment qu'il faut respecter. Voilà, je trouve que c'est intéressant et en fait donc voilà, je parle pas tant que ça de ma peur à moi, je parle d'une peur que j'ai l'impression de ressentir et qui est plutôt collective en fait. D'accord. Et donc, du coup, ça nous fait parler des gens. Oui. C'est un morceau qui est très doux, je trouve, et qui me fait penser à du Bobby McFerrin. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Merci. Je prends ça comme un compliment. Oui. Bobby McFerrin, ouais.
Et je me demandais du coup dans quel état d'esprit vous étiez quand vous avez écrit cette chanson qui parle d'humanité. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait avant. Alors, en fait, ce morceau, il a une histoire particulière, c'est que j'ai commencé à le créer, il y a eu une première version en 2006. Donc vraiment, c'était un de mes premiers morceaux, en fait, qui s'appelait Les gens, où c'était un texte assez naïf, mais j'assume cette naïveté, sur les gens, et notre rapport aux gens, le fait que quand on parle des gens, on parle aussi de nous, en fait, c'est que parfois on a tendance à l'oublier. Et j'ai ensuite repris ce morceau en 2014, je crois, en me disant, bon, bah, je vais essayer quelque chose d'encore plus direct. C'est pour ça que c'est juste, voilà, ces voix. C'est ça, je pense, qui vous fait penser à Bobby McFerrin, c'est que c'est juste des voix, c'est juste vocal, quoi. Et ensuite, bah, justement, ce rapport à la foule, ce rapport à est-ce qu'on arrive à être seul dans une foule, est-ce qu'on fait partie de la foule tout le temps, enfin tout ça, l'humanité, effectivement, je trouve que c'est un questionnement qui est très très intéressant et voilà, j'avais envie d'en parler. Moi, j'aime les gens, j'aime profondément les gens, même si parfois j'ai tendance à aller plus vers la solitude. Mais paradoxalement, j'ai l'impression que je vais vers la solitude aussi parce que j'aime les gens et que quand je vais être avec des gens, j'ai envie de leur donner le meilleur de moi-même et d'être vraiment sincère dans les instants que je partage avec eux. Voilà. Oui, je comprends tout à fait. Je voulais vous parler aussi du morceau Pendant quelques heures, donc qui pour moi résonnait donc avec le confinement, le fait de ralentir et de créer, mais en même temps, j'ai un peu compris que c'était lié au fait de vieillir et de prendre soin des personnes âgées, etc. Et du coup, ça nous amène aussi au projet que vous avez eu, un projet de danse qui s'appelait Âge. Donc voilà, je me demandais, est-ce que vous dansez depuis l'enfance? Êtes-vous autodidacte ou avez-vous pris des cours? Alors, je suis autodidacte. J'ai dansé dès petit en copiant Michael Jackson. Beaucoup. Je pense comme beaucoup de ma génération. Hein. Je pense que on est beaucoup, voilà. Et ensuite, j'ai perdu ce rapport à la danse pendant quelques années parce que d'une certaine façon, j'en ai été privé. J'irai pas dans les détails. Et ensuite, j'ai retrouvé ce rapport à la danse en travaillant beaucoup avec des danseurs, en composant pour des danseurs. Ça s'est fait assez naturellement et en fait, ça a été magique de retrouver ce rapport à la danse. Et ce qui a été dur, ça a été de moi m'affranchir de cette interdiction que je me faisais de danser, quoi, que je me donnais encore. Je m'interdisais encore de danser. Et donc, petit à petit, avec des gens que j'appréciais vraiment, avec la compagne voilà, qui est dans ma vie aujourd'hui, je me suis remis à aller à la salle, à danser. J'ai fait un premier battle en house, voilà, où j'ai dansé d'ailleurs contre une danseuse belge, Doris Mibales. Voilà, et franchement, ça a été tout un cheminement pour revenir vers la danse et pour accepter à nouveau de laisser le corps s'exprimer. Et c'est un grand plaisir aujourd'hui d'avoir l'impression d'avoir repris le dessus sur cette peur peut-être, justement. Et voilà. Et par rapport au projet Âge, c'est un projet qui est toujours d'actualité. Et l'idée est simplement de porter un regard bienveillant sur nos anciens, en fait, et de passer du temps avec eux, de les mettre en mouvement, d'être en mouvement pour eux, et ainsi de suite, et plein d'autres choses. Voilà. Très bien, merci. Je reviens un instant à votre conférence TEDx. Vous parlez à un moment donné de se lever tôt. Et donc, je me demandais, quand on est aussi créatif que vous l'êtes et donc aussi occupé, est-ce que parfois vous n'avez pas des insomnies? Et du coup, comment vous faites pour vous lever tôt quand c'est comme ça? Ah oui, alors en fait, si. Alors par exemple, pendant le confinement, j'étais dans une telle ébullition créative, franchement, il y a des nuits où je me réveillais, en fait, je me couchais, je sais pas, vers 23h, minuit, et je me réveillais 3 heures plus tard, en fait. Sans avoir... bon, on pourrait prendre ça comme une insomnie, mais moi, à ce moment-là, je prenais ça comme mon réveil, quoi. C'est-à-dire que j'avais le cerveau en ébullition et l'envie, 1000 envies créatives, etc., dès 3 heures du matin, 3 heures, 4 heures du matin. Donc ce que je faisais, c'est que je travaillais. Alors parfois, malheureusement, c'est beaucoup sur mon téléphone, mon ordi, etc. Mais bon, j'étais obligé de faire comme ça à ce moment-là. Et ensuite, je redormais vers 8, 9 heures, quelque chose comme ça. Je redormais en général 1 ou 2 heures, et puis ensuite, j'enchaînais avec la journée. Bon, forcément, ce rythme-là, je pouvais pas le garder tout le temps. Il y avait des moments où j'avais des gros coups de barre, etc. Mais pour moi, je trouve
trouve que c'est important de saisir l'inspiration quand elle est là, en fait. Que se dire, ah oui, mais alors attention, c'est la nuit, si je ne dors pas maintenant, demain matin, je pourrais pas faire telle chose. Je pense que le confinement était un moment parfait pour lâcher prise par rapport à ça et pour avoir nos rythmes intérieurs, en fait, et instinctifs qui s'exprimaient, quoi. Et j'ai la chance, moi, vivant de la musique aujourd'hui, travaillant avec une compagnie qui s'appelle Art Track à Lille et qui me permet aussi d'avoir toutes ces libertés-là, j'ai la chance de pouvoir créer mon propre rythme. Donc en fait, le confinement a été une sorte de recentrage et de point de départ génial pour réfléchir à quel était mon vrai rythme en fait et comment j'avais envie de travailler et me positionner par rapport à ça. Voilà. Très bien. Je voulais vous demander quelles sont les personnes ou personnalités qui vous inspirent en ce moment? Il y a deux personnes qui me sont venues en tête tout de suite, donc voilà. Au niveau du hip-hop, du rap, de la musique même, Kendrick Lamar. Oui. Même s'il n'a pas sorti de choses depuis longtemps, je trouve que c'est un artiste majeur au niveau de sa liberté et surtout de la minutie de son travail et de à quel point les choses sont poussées, des thèmes qu'il aborde. Je trouve que, enfin moi, c'est quelqu'un qui m'inspire énormément et depuis longtemps. Et puis, je dirais ensuite ma maman. Oui, je savais. Voilà. Ben oui, mais pourtant, alors c'est marrant parce que je la cite pas souvent parce qu'en fait, par pudeur et parce que j'ai pas envie forcément d'en parler. Mais non, je dirais juste que je l'ai vue dans une émission il y a pas très longtemps. Donc voilà, ma maman s'appelle Clémentine Sénarié. Je l'assume totalement. Et je dis je l'assume totalement parce que, non pas parce que c'est difficile d'assumer d'avoir une maman aussi géniale, mais parce que c'est particulier ce rapport à en fait, on a quelqu'un de connu qui a une place très très importante dans notre famille, puisque voilà, c'est notre maman. C'est assez compliqué, ça fausse parfois le rapport avec les gens. Aujourd'hui, c'est pas du tout ça que j'ai envie de retenir, ça m'est égal. Juste, j'ai envie de retenir le fait que pour moi, ma maman, ma mère, c'est une ambassadrice de la liberté. Et que je trouve que en fait, moi, ça me donne une force aussi, et la façon dont elle nous a éduqués, me donne une force incroyable aujourd'hui et je ne peux que lui rendre hommage même juste là en répondant ça et en me dépassant tous les jours en fait. Voilà, en cherchant à me dépasser tous les jours en tout cas. Mais très bien, mais donc on salue votre maman si elle nous écoute. Oui, on la salue, oui. Je voulais vous demander quels sont vos futurs projets. J'imagine qu'il y aura un album, une tournée. Alors, en fait, ce premier projet-là, Tête dans les nuages, fait partie d'un cycle. C'est-à-dire que ça a été réfléchi pour être inscrit dans un cycle qui lui contient plusieurs projets. Je ne dirai pas aujourd'hui combien il y en a, etc. Mais juste, je voudrais dire que très rapidement, on va enchaîner sur un deuxième projet. Je ne vais pas dire le nom non plus aujourd'hui, j'ai gardé un peu de suspense, etc. Mais en tout cas, le deuxième projet est déjà prêt en fait, concrètement. Donc oui, faire de la scène évidemment. Moi j'ai hâte de faire de la scène, de faire vivre ce projet, bien sûr. Mais par rapport à ce cycle-là, en fait, les choses vont être dévoilées petit à petit. À côté de ça, moi, j'adore faire des collaborations avec plein de personnes parce que je trouve que c'est comme ça aussi qu'on se renouvelle, qu'on apprend, qu'on s'exprime, qu'on s'amuse aussi tout simplement. Et par exemple, pour parler de ça, tout à l'heure sur Instagram, sur mon Instagram, donc c'est Abraham Tismé, Abraham Tisme, je vais accueillir Philémon qui est pour moi un des meilleurs MC en France, un des meilleurs improvisateurs, qui est quelqu'un de vraiment très très doué avec qui j'adore collaborer. Et on a un projet tous les deux qui s'appelle Caramel et Chocolat. On a sorti un premier EP, un premier album, on va dire. Excusez-moi, j'ai pas compris le titre. Pardon, Caramel et Chocolat. D'accord. Et en fait, on a sorti ça il y a 2-3 ans. Et là, tout à l'heure, sur Instagram, à 20h30, on va faire un morceau en live, en fait, de A à Z. C'est-à-dire que je vais commencer à composer une base, et puis ensuite je vais lui envoyer, il va rajouter quelque chose dessus, il va me renvoyer, et ainsi de suite, jusqu'à poser les premières directions pour la voix. Voilà. Donc c'est sur Instagram, à 20h vous avez dit ? À 20h30. À 20h30. Voilà, très bien. Voilà. Et donc exactement. sur votre page, sur votre compte Instagram, Abraham Tismé. Abraham Tismé, voilà. Et c'est sur ce compte-là aussi, et sur Facebook, et sur tous mes réseaux, etc., que je parlerai de la suite du projet, dont la première marche était donc Tête dans les nuages. Voilà. Très bien. En tout cas, je vous remercie beaucoup. J'ai juste une dernière question, une question un peu bonus, on va dire. Vous n'êtes pas obligé d'y répondre. Que signifie pour vous un rond dans un carré ?
Ah, pour moi, c'est penser, c'est la faculté de l'humain de penser de façon anticonformiste. C'est le fait de se dire avec de l'imagination, on peut faire rentrer tout ce qu'on veut dans tout ce qu'on veut. Voilà, en gros. Très bien, très bien. Voilà. Donc on va terminer sur ces belles paroles. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier pour votre disponibilité et en tout cas vous féliciter pour cette EP que je trouve vraiment admirable. J'ai beaucoup aimé et très dansant. Beaucoup. Et donc on va se quitter. Merci si vous beaucoup voulez dire, à vous, voilà, j'allais vous demander si vous voulez dire un dernier mot. Merci à vous, merci pour vos questions, merci de m'avoir accueilli, vraiment. Voilà. Merci en tout cas et j'espère à bientôt. J'espère qu'on aura l'occasion de vous voir sur scène en Belgique et que vous nous tiendrez au courant. Oui, bien sûr, je le ferai. Encore merci. On va se quitter avec Tête dans les nuages. Super, merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir.